Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Comment qualifier l'état sanitaire de l'Arménie après 25 années d'indépendance ? Sans rien négliger de l'ère soviétique, il est clair que la médecine en général s'est développée. De nouveaux centres hospitaliers ont été créés, des nouveautés ont été apportées grâce aux échanges du corps médical avec le monde médical international ou encore grâce aux études universitaires des jeunes médecins arméniens dans des pays occidentaux. Mais quel a été l'apport de la diaspora dans ce domaine ? Nous traverserons quelques-uns des secteurs de la médecine et des zones géographiques de l'Arménie et de l'Artsakh à travers des réalisations ou des projets médicaux. Un voyage initiatique dans ce monde de la médecine qui touche la santé de nos compatriotes en Arménie, où certains ne trouvent pas toujours réponse à leur maladie et où beaucoup n'ont pas les moyens de s'offrir les soins quand ces soins existent. Ce carte sur table est dédié à la santé, avec autour de cette table plusieurs médecins et spécialistes du monde de la santé, Jean-Michel Ekerian, Kevork Abkarian, Léon Artignan, Samuel Adjakian, Jean-Pierre Toumayan et en ligne tout à l'heure avec nous Avedis Matikian. Messieurs, bonjour. Merci de répondre à notre invitation et voyons ensemble, et d'abord la question principale que tout le monde peut se poser. Depuis 25 ans, qu'est-ce qui a changé en Arménie ? Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a un vrai saut en avant dans le domaine de la médecine ? C'est un pays, on connaît le budget de cet État, on connaît les faiblesses de cet État, mais quand même la médecine, c'est au cœur de tout, on touche à l'homme. Selon vous, est-ce qu'on est dans un vrai développement médical, Dr Abkarian, depuis 25 ans ? Alors, je fréquente l'Arménie depuis 29 ans maintenant, et il y a beaucoup de progrès, ça c'est sûr. Le domaine qui a plus progressé, je peux dire que c'est la médecine, et c'est grâce à la diaspora et aux médecins arméniens de la diaspora. Aujourd'hui, l'Arménie a changé un peu son visage, c'est que il y a des hôpitaux qui s'ouvrent, qui sont presque tous privés, et il y a beaucoup de matériel qui rentre. L'urgence de 88, où on a travaillé pendant 10 ans pour apporter du matériel, des médicaments et notre connaissance, ça a évolué. Il y a des très bons médecins maintenant en Arménie qui travaillent bien. Ils ont les moyens parce qu'il y a des investissements. Donc, il y a un progrès réel dans ce secteur. Docteur Artignan, vous qui suivez l'Arménie avec l'organisation LUMAF depuis plus de 2 décennies, quel est votre regard par rapport à cette évolution ? Évidemment, on peut dire qu'il y a des choses, des améliorations, mais est-ce qu'on peut avoir un regard aussi critique pour dire que 25 ans, c'est beaucoup, ce qui a été réalisé, parce que ça touche à la santé, donc l'homme, c'est peu. C'est un vaste débat, mais enfin, je suis un petit peu d'accord. Sur ces 25 dernières années, l'Arménie a beaucoup progressé au niveau sanitaire, je dirais au niveau de la formation des médecins. Je crois que maintenant, on peut se faire opérer de pratiquement tout à Yerevan. Il y a beaucoup de nouvelles structures, que ce soit mais surtout des cliniques privées. Donc je pense que actuellement, on peut se faire des interventions qu'on fait aussi bien, on peut faire les interventions chirurgicales aussi bien qu'en France. Je pense que le gros problème est un problème de sécurité sociale en Arménie, puisque maintenant, je pense qu'ils sont pratiquement tout. Donc, nous, on a vu évoluer ça, nous, comme notre ami Abkarian, au niveau de la formation des médecins. Les médecins de la diaspora ont beaucoup travaillé
pour emmener des médecins français, des professeurs et pouvoir les former. Voilà, et au niveau purement des structures, toutes les cliniques, ça rentre un peu dans le cadre de la libéralisation de la médecine, comme du reste du pays. Il y a des très très belles structures. Je vais même entendu dire maintenant qu'il y avait un petit peu trop de cliniques qui s'étaient construites en Arménie. Alors, docteur Ekerian, justement, par rapport à l'évolution de la santé, les universités, c'est très important. Est-ce que vous êtes, en tant que médecin arménien de France, en rapport, en contact avec le corps universitaire, académique, pour parler formation et préparation des jeunes générations? Oui, pour le corps enseignant, oui, je suis en contact direct. Même si l'essentiel de la formation pour nous, ça concerne l'Artsakh, on est quand même partie prenante sur la formation en Arménie, et c'est très juste de prendre le problème à la base. C'est-à-dire que est-ce que l'enseignement maintenant est fait pour les futurs médecins de manière européenne, c'est-à-dire efficace, puisque on vise la qualité de cette médecine européenne ou américaine, occidentale en tout cas. Oui, parce que l'enseignement est fait de manière beaucoup plus rigoureuse. Elle tient compte des recommandations internationales et on voit énormément de jeunes médecins qui sont intéressés et qui viennent même le dimanche lorsqu'il y a des mini-congrès, lorsqu'il y a des sessions spéciales de formation. Ils viennent de chez eux, les jeunes médecins, pas que les étudiants, ceux qui sont déjà formés, pour suivre, peuvent venir, par exemple, à l'hôpital Yelebouni, quand on le fait. Il y a 40 personnes qui viennent quand même de chez eux un dimanche pour pouvoir suivre 2h30 ou 3 heures de mise au point sur un sujet particulier. Et ça, effectivement, vous avez entièrement raison, c'est la base. Maintenant, mais est-ce qu'ils viennent parce que l'université ne suffit pas, ils n'ont pas un corps enseignant à la hauteur, parce que vous avez parlé d'enseignement à l'occidental, les universitaires, ou en tout cas les professeurs n'étant pas d'Occident, donc il y a un conflit dans ce sens-là. Non, je pense que ça progresse. Je pense que là, ça progresse très bien. Je pense qu'au niveau de l'enseignement, tout le monde a intérêt à ce que ça progresse et que on soit dans l'efficacité, qu'on soit vraiment dans l'ergonomie. Maintenant, quand on est médecin, on a d'une part l'enseignement qui se fait à la faculté, l'enseignement qui se fait au lit du malade, au bloc opératoire par exemple pour les chirurgiens ou en réanimation, etc., dans chacun des services. Et il y a aussi tout ce qui est enseignement post-universitaire, qui comprend les lectures et également assister à des congrès ou à des mises au point. Donc même si l'enseignement est parfaitement bien fait à la faculté, ça n'exclut pas pour tout médecin du monde d'avoir ces séances de tous les âges, c'est ce qui est le cas, de venir pour les séances de mise à niveau. Alors, je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'ont dit donc le docteur Apkarian et le docteur Artignan, que maintenant, à l'époque où on est, il faut être encore plus exigeant. On est quand même à l'époque du numérique, on a les nouvelles technologies, et dans le progrès, ça a déjà beaucoup progressé, mais maintenant leur courbe de progression pour le résultat final, qui est le malade, en bout de chaîne, doit maintenant s'accélérer. On doit être plus efficace, on doit arriver au même résultat, mais dans un laps de temps beaucoup plus réduit. Alors, il y a toujours eu cette question de diplôme délivré moyennant finance dans ce pays. Est-ce que c'est une pratique dont vous entendez parler aujourd'hui encore, ou c'est révolu ce temps-là, docteur Apkarian? On dit, on n'a pas vu, mais on constate, par exemple, deux niveaux de médecins. On a constaté pendant des années des médecins qui avaient le niveau européen et des médecins qui n'avaient pas ce niveau. Alors, j'en suis sûr que tant qu'il y aura des facultés de médecine privées, il y aura ce problème. Il faut arrêter les facultés de médecine privées. Et les gens qui ont de l'argent, ils ont des facilités de rentrer. Donc, comme ils ont de l'argent, ils ont les facilités d'avoir le diplôme. Donc, maintenant, on le sait, on sait bien faire la différence entre deux types de médecins, mais quand vous voyez les médecins de très très haut niveau, vous dites la médecine en Arménie a vraiment fait de progrès.
Est-ce que c'est une critique aussi de l'ère soviétique? Parce que quand vous parlez avec des Arméniens d'Arménie, ils disent « Oh, à l'époque soviétique, on avait tel médecin, telle possibilité, la médecine soviétique, c'était extraordinaire. » Quel est votre regard en tant qu'expert par rapport à cette comparaison? Eh bien, écoutez, c'est une très très bonne remarque, parce que là, dans notre travail de médecin de la diaspora pour l'enseignement et l'aide apportée, on est également obligé de se battre contre les pratiques et les idées reçues de l'époque soviétique directement sur le plan médical. C'est-à-dire que il y avait une hiérarchie à l'époque soviétique qu'ils ont gardée encore maintenant, et cette hiérarchie faisait qu'un professeur était forcément intouchable. C'est-à-dire que tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Et quand on arrive et qu'on voit que ce sont des dogmes qui ne sont pas valables, toute la difficulté consiste, pendant ces dernières années, enfin une partie de notre énergie a consisté à leur démontrer que faire telle chose, mettons dans l'infarctus du myocarde, ou faire telle chose dans telle intervention chirurgicale, n'avait plus aucune valeur et avait complètement été balayé depuis 20 ans. Donc il y a ce dépoussiérage qui demande de l'énergie, qui a des résultats qui sont assez lents, mais qui vont s'accélérer, en tout cas on l'espère, et qui est un investissement, pas spectaculaire au niveau des résultats, mais indispensable auquel on doit tous s'atteler. Alors, docteur Artignan, quels sont les domaines sur lesquels vous pensez que l'Arménie a encore des améliorations à faire? Tout à l'heure, on va parler de cardiologie, on va parler de cancérologie, on va parler d'ostéopathie, mais qu'est-ce qui manque encore pour atteindre un niveau occidental? On va parler de vos projets de l'UMAF, dentaire, ophtalmologie, etc., mais restons dans les généralités. Écoutez, pour l'instant. Au niveau de la généralité, je pense qu'il faudrait vraiment une politique de santé publique en Arménie, commençant par des dépistages effectifs, puisque nous sommes plus concernés, nous avons beaucoup travaillé là-dessus, et on se rend compte que si le dépistage existe dans les textes, comme il existait du temps de l'Union soviétique, eh bien dans les faits, il n'est pas suivi des faits, ou il est mal fait. Voilà, donc par exemple, puisqu'on parlait des problèmes de vue, il y a, lorsqu'on arrive au cours élémentaire, on est obligé d'avoir, vers les 6 ans, on est obligé d'avoir un examen de la vue. Quelquefois, donc il faut un certificat pour pouvoir s'inscrire. On est obligé en France ou on est obligé en Arménie? Je parle en Arménie. Donc sur le papier, on est obligé de le faire. Le gamin qui sort de la maternelle doit avoir un certificat médical. D'après ce que j'ai cru comprendre, même si on me l'a dit à demi-mot, quelquefois il suffit de payer la consultation sans emmener le gamin pour faciliter les choses. Ça existe. Une autre problématique, c'est quelquefois les médecins diagnostiquent des infections, prescrivent des verres éventuellement ou des traitements. Ces traitements ne sont pas effectués tout simplement parce qu'ils coûtent cher, ou trop cher, on va dire, pour les budgets locaux. Donc voilà, je pense à ce niveau-là, et je suis persuadé que dans d'autres domaines, c'est exactement la même chose. Pour le dentaire, puisqu'on est beaucoup en contact avec des enfants, on se rend compte que les bouches sont dans des états lamentables. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dentistes qui ont été formés à arracher les dents, simplement des gamins qui ont des problèmes. Or, actuellement, on traite les dents, même des enfants. Voilà. Donc, alors, une autre question très importante avant de rentrer dans les détails des différentes réalisations sur place. Les questions de déontologie en France, on sait que c'est très strict, c'est très sévère. Un médecin, même s'il en existe toujours ceux qui peuvent faire des petits coups ici et là, mais qu'en est-il en Arménie? Est-ce qu'il y a un corps qui maîtrise, qui contrôle toutes ces pratiques et qui rappelle à l'ordre les médecins dont vous avez parlé tout à l'heure, docteur Abkayan, qui pourraient, pour simplement dire, faire n'importe quoi? Comment ça se passe? Écoutez, à ma connaissance, la déontologie, comme dans son sens strict du terme, n'est pas suffisamment encadrée. À savoir que, ça c'est encore l'héritage de l'Union soviétique, c'est que il y a quand même des gens qui étaient, le corps médical en particulier à cette époque, était quand même considéré comme intouchable. C'est-à-dire, autant on pouvait faire un diagnostic sans amener des preuves formelles, autant on pouvait, sur le plan déontologique, avoir des attitudes critiquables sans être inquiété.
À l'heure actuelle, il n'y a pas de prise de position de la part ni des associations scientifiques, ni d'un conseil de l'ordre sur des comportements, sauf si jamais il y a un procès, et dans ce cas-là, il y a une expertise. Mais en dehors de ça, il y a encore des progrès à faire sur la manière de cerner ces problèmes de déontologie pour qu'on redescende à un niveau acceptable. C'est encore personnalité dépendante. C'est-à-dire que si on a la chance de tomber sur quelqu'un qui a une éthique et qui a fait médecine justement avec une éthique particulière en étant vraiment nevirvat pour la population, dans ces cas-là, on s'en sort bien. Pour le reste, ils ont encore la possibilité de faire des choses que nous, on n'accepterait pas ici. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Karian, d'investissement. C'est un terme qui passe mal quand on parle de santé publique, mais il faut passer par les investissements parce que sans argent, on ne peut pas créer ces centres-là. Alors, en termes d'équipement, est-ce qu'on est aujourd'hui à la pointe, on a du mal à le dire, peut-être pour l'Arménie, mais qu'est-ce qui a été fait sur le plan de l'amélioration des équipements? Écoutez, tout est une question d'argent. Si vous avez l'argent, vous avez l'équipement. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez ouvrir l'hôpital que vous voulez ouvrir le service que vous voulez ouvrir le centre de diagnostic que vous voulez, vous pouvez ouvrir un cabinet dentaire que vous voulez. Tout est une question d'argent. Aujourd'hui, il y a des investisseurs privés qui ne sont pas des médecins, qui investissent. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, l'hôpital de Malatya, qui est devenu maintenant le centre Astric, appartient à un homme d'affaires qui a le Citigroup. Mais il a investi, j'ai visité l'hôpital, c'est très bien. Les respirateurs dans le service de réanimation, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Venez à l'hôpital, par exemple, Nairi ou Yerepouni, Nairi où j'exerce en même temps que Yerepouni, vous allez voir maintenant les derniers respirateurs qu'on n'a pas, il n'y a pas dans certains centres en France. Si vous visitez ce centre de dialyse à l'hôpital Astric, c'est fantastique. L'hôpital qui appartient entre guillemets à Verapar est doté d'un service fantastique d'imagerie. Vous voulez dire qui appartient à Etchmiadzin? Ouais. Enfin, tout le monde dit là-bas, à Paris, hôpital je n'ai pas de preuves, je ne peux rien dire, mais tout le monde me dit Etchmiadzin, Verapar, voilà. Donc, le service dentaire de cet hôpital est vraiment tout neuf. Vous pouvez aller vous faire soigner les dents très très bien. Le service, maintenant, par exemple, le scanner, les hôpitaux, ils ont une concurrence entre eux. Quel est le meilleur scanner qu'on va acheter? Quel est le meilleur centre quel est le meilleur IRM qu'on va acheter? Il y a une concurrence, par exemple, pour angiographie et pose de stent. Il y a une réelle concurrence. Donc, les gens, ils disent, je vais aller à cet hôpital parce que le scanner est meilleur. Donc, tout ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'argent. Maintenant, tout n'est pas argent. Tu peux investir, mais il faut avoir derrière les bons médecins. Si t'as pas un bon médecin qui lit correctement un scanner, donc tu t'es trompé de ton investissement. Il faut investir dans l'appareil, il faut investir aussi dans l'homme. Donc. Alors justement, vous intervenez dans le monde de la cancérologie. Jean-Pierre Toumaillan, vous êtes avec le docteur Norbert Avetian, qui est cancérologue, chimiothérapeute ici à Paris et qui traite beaucoup de patients qui viennent d'Arménie. Ici en France, vous avez un projet depuis plusieurs années d'installer un hôpital et rapidement une clinique à Yerevan. Alors, la première question, là, évidemment, les médecins peuvent aller en Arménie, c'est un plus pour les Arméniens, mais là encore, c'est une question d'argent, il faut ouvrir une clinique, il faut apporter des médicaments. Donc, 2 mots sur ce projet. Oui, merci de me donner la parole. Je suis Jean-Pierre Toumaillan et je ne suis pas médecin, je précise, et je représente le docteur Avetian aujourd'hui.
J'accompagne le Dr Avitian dans la mise en place de ce projet depuis déjà 2 ans. C'est la mise en place d'un projet qui a pour objectif de créer un institut français du cancer à Yerevan, dont l'objectif est de permettre aux Arméniens d'accéder à des soins de qualité. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ce projet part d'un constat très, très, très simple. C'est que le Dr Avitian, qui est oncologue à Paris depuis déjà 20 ou 30 ans, reçoit tous les ans des dizaines de patients arméniens qui viennent d'Arménie dans des conditions souvent difficiles. Et son idée est aujourd'hui de dire, au lieu de les recevoir à Paris, il a voulu se transporter en Arménie. Donc l'idée est née de créer cet institut. Qu'est-ce que ça change pour le patient? Alors pour le patient, ça change 2 choses. La première chose, c'est que je pense que les médecins qui sont là confirmeront que sur le plan thérapeutique, il est préférable de rester dans son environnement familial et personnel quand on est atteint du cancer. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est une question économique. Il est bien sûr plus économique de rester sur place. Ça, c'est les deux avantages pour le patient. Mais est-ce que entre le fait que des médecins français aillent en Arménie, est-ce que cela apporte, on apporte la même qualité de médecine? Est-ce que en France, il y a quelque chose en plus pour lequel les gens venaient en France? Qu'est-ce que ça peut changer sur le plan proprement médical? Sur le plan proprement médical, le Dr Avitian souhaite exactement diffuser ses protocoles et ses thérapies de la même façon qu'il le fait en France. À même niveau de soins de qualité avec 2 autres cancérologues français. Ils seront donc à 3 sur place en permanence pour couvrir à peu près 80-90% du temps. Il est prévu également qu'il recrute 2 autres chimiothérapeutes arméniens qu'ils vont former, dont un est en cours de recrutement, pour permettre d'avoir une équipe de 5 à 6 chimiothérapeutes formés, je dirais, aux pratiques médicales françaises en matière de traitement contre le cancer. C'est la première des pierres de donc un avantage économique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays, le docteur Artagnan le disait tout à l'heure, la couverture sociale elle est catastrophique, surtout quand il s'agit de cancer et les budgets sont très importants. C'est pas arracher une dent, c'est un traitement à de longue durée. Et donc les médicaments sont très chers. Alors là, il y a un deuxième volet. Il y a les consultations, il y a l'apport du médecin français, et puis il y a les médicaments. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Des discussions sont actuellement en cours pour justement, comme vous l'avez dit, le point clé de ces traitements, c'est le coût du médicament. En France, pour information, je pense qu'une cure de traitement représente entre quelques milliers d'euros. En France déjà. Il faut avoir ça en tête. Déjà, pour la France, c'est plus de 1 000 euros. Alors, l'idée, c'est de pouvoir négocier, de discuter avec des laboratoires mondiaux. C'est ce qui est en train de se faire actuellement par le biais du Dr Avitian, pour obtenir les meilleurs médicaments de qualité à des conditions les meilleures. Donc, c'est en train de se faire. C'est le deuxième pilier du projet. Donc, une formation, une pratique médicale française avec des médecins français et des médecins arméniens formés aux normes françaises. Deuxième pilier du projet, c'est d'acquérir des médicaments de qualité aux meilleures conditions. Voilà les deux piliers du projet. Alors, docteur Abkarian, vous intervenez dans le même domaine depuis plusieurs années. Quel est le modèle que vous suivez, sachant que vous n'êtes pas cancérologue, et vous intervenez, vous apportez votre contribution dans cet échange entre les médecins d'Arménie et les médecins de France. Alors, je vais faire une petite historique, si vous me permettez, parce que mon histoire est différente. Moi, depuis 29 ans maintenant, on exerce en Arménie, avec Jean-Michel et certains d'autres, et j'ai constaté que il y avait une lacune dans le domaine cancérologique. Comment je l'ai su? Parce que mon épouse est décédée d'un cancer, et juste avant de décéder, un patient qui est venu me voir, qui voulait absolument venir en France, et il n'a pas eu les visas. Et moi, j'ai appelé mes copains en disant, qu'est-ce qu'on fait ici pour garder ce malade en vie? Il y avait même c'était un cancer de pancréas. Et ce patient est décédé parce qu'on ne lui a pas donné le bon traitement au bon moment. Et mon épouse a vécu 2 ans. Avant de mourir, elle m'a dit, s'il te plaît, crée un service de chimiothérapie pour que les malades arméniens soient bien traités en Arménie. Donc c'était le but de la création, donc dans un domaine que je ne connaissais rien. Bon, ça fait 5 ans maintenant que notre service est ouvert.
c'est pas différent de ce qu'il dit M. Toumaillan, c'est que c'est un service qui a déjà 5 ans d'existence, qui est jumelé avec mon hôpital à Paris. Il faut préciser une chose, c'est que premièrement, cancérologie, ce n'est plus la décision d'une personne. C'est une décision d'un collège. Ça veut dire qu'il y a des staffs, ce qu'on appelle des RCP, réunions cancérologiques pluridisciplinaires. Quand on fait une réunion dans mon hôpital à Sarcelles, il y a des chirurgiens, il y a des cancérologues, chimiothérapeutes, radiothérapeutes, spécialistes de radio, de TEP scanner ou de scanner. Ça veut dire tout ce beau monde, ils étudient dossier par dossier. Donc, moi, j'ai pris de ça exactement les mêmes choses pour faire la même chose en Arménie. Donc, ça fait 5 ans qu'on fait des RCP. Enfin, je suis fier de le dire, c'est que depuis maintenant 6 mois, on a des RCP en Arménie. On se réunit tous les samedis, avec différents horizons. Vous voulez dire que c'était pas une pratique courante? Ce n'est pas du tout une pratique. Je doute j'espère vous allez le faire, Monsieur Toumaillan, parce que la décision d'une personne n'est pas suffisante maintenant. Si vous voulez faire un vrai service de cancérologie, il faut avoir des RCP. Moi, ce que j'ai fait pendant 5 ans, tous les malades qui demandaient notre avis dans notre service à l'hôpital Nairi, je recevais tous les lundis soirs les dossiers par mail et je présentais tous les mardis tous les dossiers de ces patients aux réunions de RCP dans ma clinique à Sarcelles. Donc vous êtes entre Sarcelles pour l'hôpital de France et l'hôpital Nairi à Yerevan. Voilà. Donc mes copains, mes amis français qui sont des chefs, qui étaient des chefs dans les hôpitaux de Paris, font ça gracieusement depuis 5 ans. Vous vous rendez compte? Tous les mardis, ils discutent des dossiers arméniens. Et je leur remercie beaucoup. Parce que ça fait 5 ans qu'on fait du boulot gracieusement. Tous les mercredis matins, le résultat de notre RCP part à Yerevan. On a un très jeune chef de service dynamique, fantastique, Léon Badalian, qui fait ce travail vraiment bien. Et on a des protocoles écrits en France. Maintenant, on essaye de faire ça en Arménie. Ça fait 6 mois qu'on a créé. Et ça marche. Donc, je remercie beaucoup aussi Monsieur Artyom Kouchkian, qui était le ministre de la Santé d'Arménie, le ministre de la Santé de Karabakh, qui m'a permis de créer ça. Et ce service, c'est identique à l'hôpital Beaujon où a été traitée mon épouse. Si vous venez, il y a des pompes, il y a des appareils, les pompes de chimiothérapie, tout ça, ça existe maintenant en Arménie. Donc, ce n'est plus la peine que les malades arméniens viennent en France. Frappe à notre porte. Pourquoi? Parce que d'abord ça coûte cher, deuxièmement c'est l'étranger, et troisièmement ça vaut pas la peine. Alors justement, est-ce qu'on a tout en cancérologie? C'est la question qui se pose. Aujourd'hui, on parle de chimiothérapie, il y a plusieurs centres qui pratiquent la chimio, mais qu'en est-il de la radiothérapie, Jean-Pierre Toumaillan? Juste pour vous dire ce que vient de dire le Dr Abkarian, effectivement, l'Institut français de cancer d'Yerevan est la première étape d'un projet beaucoup plus global. Et dans une seconde étape, prévue en 2018, il y aura, pour rebondir un petit peu et pour confirmer cet aspect qui est essentiel, qui est d'avoir une pluridisciplinarité des matières, à savoir entre la biologie, la radiothérapie, l'oncologie, la chirurgie également, quoi. Et il est évident que là, le docteur Abetian souhaite en 2018 installer un laboratoire d'analyse biologique qui va permettre, en plus, de maîtriser la chaîne Sachant que voilà. Ce service existe en Arménie. Vous voulez le mettre dans votre... Tout à fait, exactement, pour l'incorporer dans la pratique française et dans la chaîne de valeur qui concourt évidemment à la satisfaction des patients. Ça, c'est la seconde étape. Concernant les dossiers actuellement, ils seront télétransmis, c'est-à-dire que tous les patients qui seront donc, les procédures sont en train d'être mises en place. Je précise que l'Institut français sera ouvert donc officiellement en septembre ou octobre prochain, et d'ici là, nous mettons en place des procédures de télétransmission, effectivement, pour compléter ces dossiers. L'idée, c'est de transmettre les dossiers des patients en temps réel aux spécialistes également en France lorsqu'ils n'ont pas cette présence en Arménie. Ça, c'est un premier temps. En attendant d'avoir sur place des biologistes français,
aux méthodes françaises, et d'avoir dans un second temps, un peu plus lointain peut-être, un centre de radiothérapie qui est prévu également. Alors, justement, en Arménie, aujourd'hui, il n'y a pas de radiothérapie du tout. Non, c'est faux. Il y a la radiothérapie en Arménie, qui n'est peut-être pas de bonne qualité. Mais récemment, ils ont reçu, il y a peut-être 6 ou 9 mois, un autre appareil qui commence à fonctionner, qui font maintenant la bonne radiothérapie. Et qui se trouve où? Qui se trouve à Onkogetron à Kanaker. Et ils font, parce que ce médecin qui s'occupe de ce centre de radiothérapie participe à nos RCP tous les samedis. Il vient et on lui présente les malades. Ils commencent à bien. Par contre, il y a un autre centre. Quand vous dites à Kanaker, il faut rappeler à nos auditeurs que Kanaker, c'est à Yerevan. C'est à Yerevan. Onkogetron, ça veut dire c'est un hôpital qui s'occupe que de la cancérologie. Ils opèrent, ils font la chimiothérapie, ils font la radiothérapie. Mais il y a beaucoup de gens qui partent ou en France, ou en Allemagne, ou en Géorgie, ou en Russie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement aller jusqu'au bout dans cette chaîne? Et une question d'argent, encore une fois? Écoutez, moi, je n'arrête pas de dire à tout ce beau monde que ce n'est pas la peine d'aller à l'étranger. Vous avez des bons services de chimiothérapie. Non, je parle de la radio. La radiothérapie, ils commencent à bien faire la radiothérapie. Il y a un deuxième centre qui est ouvert, Physikagan Institut, qui ont un appareil qui ne fonctionne pas depuis 1 an. Tout est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Je n'en sais rien. Mais il faut donner un coup de pouce. Vous êtes en train de dire que l'équipement existe, oui, mais on ne le fait pas fonctionner. Voilà. Vous avez une explication ou pas? C'est une question de qui appartient le centre. D'accord, c'est pas une question médicale. Non, ça a été acheté aux Belges pour 5 millions d'euros. Tout l'équipement est là. Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas bien choisi le matériel qui est périmé au bout de 24 heures. Mais il y a quoi à faire un TEP scanner en Arménie aujourd'hui? Alors, justement, on a en tant que des gens spécialisés dans ce domaine, que ce soit médecin ou accompagnateur d'un projet médical. Alors, votre regard en tant qu'UMAF et... Moi, je suis médecin généraliste de formation. Le gros problème en Arménie, c'est le problème c'est que la population n'a pas confiance dans sa médecine. Ceux qui ont beaucoup d'argent se font suivre à l'étranger. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne se font pas suivre. Ou bien ils se font suivre avec les moyens du bord. Donc le travail des médecins arméniens, c'est de rétablir la confiance. Et nous, on est venu un peu pour les aider à se perfectionner, à connaître les techniques modernes et à rétablir cette confiance. Voilà, et je pense que tant qu'ils n'auront pas vraiment confiance dans leurs médecins, ceux qui ont beaucoup d'argent iront se faire suivre ailleurs. Moi, j'ai l'impression que c'est le constat que j'en ai tiré. Mais c'est pour ça que c'est important de continuer à aller à la rencontre de nos confrères arméniens, à les inviter, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, ce qu'ils font. Et petit à petit, cette confiance, je pense qu'elle va de nouveau être rétablie, parce que les médecins, comme vous l'avez tous constaté, il y a de très bons médecins en Arménie, je trouve, et très bons spécialistes. On a parlé des patients riches. Parlons un peu des patients justement qui n'ont pas un seul sou. Ouais. Comment ça se passe dans ce cas-là? Ça se passe très mal. Il y a des gens qui ne peuvent pas accéder aujourd'hui à la chimiothérapie parce qu'ils ne peuvent pas acheter les médicaments. Les médicaments, je vais vous en parler aussi, parce que eux, ils sont docteur Avetian, ils travaillent, mais nous travaillons depuis 5 ans. Et c'est très difficile d'importer les médicaments de chimiothérapie en Arménie. Est-ce qu'il y a des réseaux de distribution de pharmaceutiques qui font obstacle à ce genre de projet? Oui. Je ne connais pas les détails, mais ma réponse est oui. C'est très difficile de contourner. Par exemple, vous allez voir un laboratoire aujourd'hui en France pour dire « moi, je veux des médicaments moins chers pour l'Arménie ». Ils vont vous dire « allez à notre distributeur en Russie ou en Géorgie ». Donc, vous êtes obligé de passer par la Géorgie ou par la Russie. Donc, les prix sont très chers.
je ne sais pas par quel moyen, il y a certains qui amènent ce produit en Arménie, mais c'est vraiment, ça coûte moins cher qu'en France, mais pour avoir le produit de qualité, il faut se battre tous les jours. Et les malades qui n'ont pas les moyens, ils meurent aujourd'hui, ils viennent pas, ils disent, d'abord, il y a une mentalité en Arménie, je ne veux pas me faire traiter parce que j'ai un cancer, de toute façon je vais mourir. Il y a une deuxième mentalité pour laquelle on se bat, c'est ne dites surtout pas aux malades. Ils vont dire, la famille vient sans le malade, ils vont vous dire, on va vous consulter, mais ne dites surtout rien aux malades. Donc tout ça, ça fait que le malade, il baisse les bras très tôt. Donc nous, dans notre service, on a un psychologue, un psychiatre qui s'occupe de tous ces cas, mais on se bat tous les jours. Alors, il n'y a aucune, pour ainsi dire, couverture aux subventions, parce que dans une des discussions avec l'ancien ministre de la Santé, il disait qu'il y avait quand même des petits budgets octroyés à chaque malade atteint de cancer pour les chimios. Alors, c'est encore à moi de parler, je connais bien le sujet. Il n'y a pas de budget pour la cancérologie. Si vous allez au Oncocenter, ça veut dire à Kanaker à Yerevan, ils vont vous traiter gracieusement peut-être des produits, mais ces produits peuvent venir d'Inde, des pays où on n'est pas sûr de sa qualité, mais vous payez quand même là-bas les médecins. Donc ceci est un souci. Si vous venez à Nairi, par exemple, on est sûr de la qualité du produit, mais ça coûte plus cher. Quelle était la deuxième partie de votre question? Moi-même, j'ai oublié. Couverture sociale. La couverture sociale. Alors, la couverture sociale, c'est que, par exemple, pour tous les fonctionnaires, ils ont fait une assurance en Arménie. Ils ont fait une assurance, oui, vous êtes malade, vous pouvez vous faire soigner, vous pouvez vous faire opérer, c'est l'assurance qui vous paye. Mais, quand il s'agit du cancer, ce n'est pas pris en charge. D'accord. Donc, pour tous les fonctionnaires, mais il y a aussi des assurances privées. Vous cotisez et ils vous disent, le cancer n'est pas pris en charge. Alors, aujourd'hui, on a un ministre de la Santé qui est président d'une société d'assurance. Peut-être que ça va changer quelque chose ou au contraire? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Je ne le connais pas. Mais je vois que lui, il va surtout, des 2 ou 3 décisions qu'il a prises, à favoriser sa société. Donc j'aimerais bien avoir la confirmation pour ça, pour pas dire des bêtises. Mais c'est ce que j'ai entendu. Par contre, il y a un travail à faire. Si la diaspora aujourd'hui va faire un forcing, un pressing, c'est sur ça. Donc, alors, Jean-Pierre Toumaillan, vous êtes une initiative privée, une clinique privée à Yerevan avec des médecins français, mais vous allez vous confronter à cette situation de gens qui n'ont pas d'argent et qui sont malades et qui vont frapper à la porte de cette clinique. Tout à fait. Comment vous allez faire? Alors, le premier principe de la clinique que le Dr Abetian souhaite mettre en place, c'est une certaine viabilité économique de la clinique. Pour cela, il va donc s'appuyer sur 2-3 cancérologues français, dont un qui sera bénévole. L'autre partie de la question, comme évoqué le Dr Abetian, c'est le coût des médicaments. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train, avec le futur directeur administratif du centre, d'aller faire la tournée du Japon pour voir au Japon comment obtenir des accords commerciaux, stratégiques avec le Japon. C'est pas simple, mais c'est envisageable. C'est pas simple, mais c'est parce que la qualité du produit japonais est visiblement pour le Dr Abetian une garantie. Donc il essaye de voir dans quelles conditions il pourrait éventuellement obtenir des avantages par rapport au Japon. Ça, c'est pour répondre à la question. Oui, mais ça, c'est pour la qualité. La qualité. Les coûts. Les coûts seront aujourd'hui, comparés à ceux qui viennent en France aujourd'hui, payent environ 30 à 40 000 euros par an, avec l'hébergement, le traitement. Donc
ceux-là quand ils resteront. Mais ça, c'est pour ceux qui ont de l'argent ou qui ont des soutiens familiaux. Mais pour les ceux autres, qui n'en ont pas... il est envisagé très très vite de créer une fondation. Le Dr Vétian a eu cette initiative pour permettre, au travers de cette fondation, de pouvoir soutenir financièrement les plus démunis. Il y aura donc une organisation, un dispositif qui sera mis en place pour permettre malheureusement d'élire des personnes démunies et pour pouvoir accéder à ces soins, premièrement. Deuxièmement, il est prévu également pour ceux qui sont dans les campagnes de créer une unité mobile médicale, qui ira dans les campagnes, plus loin, on va dire, pour permettre à des gens d'être diagnostiqués en fonction de leurs besoins. Voilà un peu les deux aspects humanitaires. Politique de proximité. À peu près. Est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui savent pas qu'ils sont atteints d'un cancer et, comme ça pourrait se passer il y a peut-être 100 ans, partir sans savoir ce qu'ils ont, à cause de ce manque de communication avec le monde médical? Ça existe encore? Oui, bien sûr, mais ça ne concerne pas que le cancer. Hein. Oui. Il y a d'autres maladies pour lesquelles on meurt, ils disent, ça y est, Zerer anora marmal, ça existe en Arménie. Moi, je reviens un peu sur ce sujet de Japon. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent en important des médicaments en Arménie. Je pense que ce combat d'amener des médicaments du Japon est un combat très dur. Donc je suis même, je m'avance un petit peu, c'est que ça me paraît même impossible, parce que vous empêchez les pouvoirs de gagner de l'argent. C'est un marché très juteux. Moi, je vais vous parler de concret. Une chimiothérapie en Arménie coûte à peu près 80 000 trams. Donc c'est à peu près 160 € que vous payez à l'hôpital chaque fois que vous venez. En dehors en dehors des médicaments. Oui. Donc le prix, aujourd'hui vous allez n'importe où, c'est le prix en Arménie, c'est à peu près entre 80 et 100 000 drams. Donc entre 160 et 200 € par cycle de traitement. Donc ajoute les médicaments. Oui, je rajoute des médicaments. Combien? Il y a des médicaments qui coûtent $1000 par séance. Il y a des médicaments qui coûtent... Il y a un seul médicament qui coûte 2500 € par séance. Après, donc, ça dépend du type de cancer et du niveau d'avancement, peut-être, des cancers. Docteur Apkarian, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter que Docteur Apkarian a soulevé un problème essentiel. La diaspora a un rôle qui est quand même, si ce n'est déterminant, en tout cas extrêmement important. Ce qui nous intéresse, c'est le devenir du patient et le devenir de la population, et en particulier ciblé sur ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, ne pourra se mettre en place un système efficace, quels que soient les efforts de chacun, qu'à partir du moment, je parle en vision globale pour tous les patients, en particulier ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, à partir du moment où il y aura une volonté de l'État, à partir du moment où on aura un ministre de la Santé, un Premier ministre qui seront d'accord pour pouvoir faire une lutte efficace contre la corruption, de manière à pouvoir remettre les éthiques différentes individuelles en place, et à partir du moment où on aura décidé de faire une réelle protection sociale. C'est-à-dire que là, pour l'instant, et là il faut faire confiance à l'expérience du Dr Apkarian et de ses collègues et du centre Anaëli, pour voir que faire le mieux pour l'instant, c'est-à-dire meilleure qualité avec les prix les plus bas. Pour qu'ils soient tous aidés dans cette tâche, il faut, de manière efficace, il faut absolument que le gouvernement s'engage et soit parfaitement sincère. Et là, le rôle de la diaspora est essentiel. Nous devons montrer qu'on n'est pas dupes et qu'il faut maintenant tourner la page et changer d'air. Alors, Samuel Adjakian, parlons de votre intervention, de votre présence, de votre expérience en Arménie. Vous êtes ostéopathe et nous avons eu l'occasion de discuter il y a 2 mois ensemble avec un groupe d'amis qui vous accompagnent, des étudiants ou des ex-étudiants qui aujourd'hui ils pratiquent déjà et qui partent avec vous tous les étés depuis 1 ou 2 ans. Donc vous êtes
à plusieurs, et vous êtes le seul Arménien dans cette équipe d'ostéopathes, et vous m'aviez dit l'ostéopathie, si je ne me trompe pas, n'existe pas en Arménie en tant que telle. En Arménie, vous avez de la kiné, qui est appelée aussi de la physiothérapie dans les centres de réhabilitation, par exemple à Garmirkhaç, à la Croix-Rouge, à Yerevan. Mais ils n'ont pas cette culture anglo-saxonne de l'ostéopathie, de la manipulation ou du traitement ostéopathique ou chiropratique. Et ce que moi j'ai constaté la première fois que je suis allé en 2014, c'est qu'il n'y avait aucun palliatif entre la personne qui se plaint d'une sciatique, on le bourre de médicaments ou on l'opère en fait. Voilà. Donc moi je me suis dit je vais apporter avec mes petits bras et ceux de mes étudiants et d'autres ostéopathes français une solution un peu différente par la manipulation pour essayer de pallier au plus possible au traitement chirurgical par exemple sur une sciatique paralysante où vous avez des effets assez néfastes sans retour à la normale. Par exemple une paralysie de votre jambe et après c'est fini, vous boitez quoi. Donc ce qui s'est passé, voilà, donc on a emmené dès 2015 une trentaine d'étudiants et ça continue encore cette année en 2017 de juin à septembre. Alors quel est l'accueil du corps médical face à cette nouveauté, entre guillemets, pour l'Arménie? Moi ça me semble un peu incroyable que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en 2017 qu'on se dise l'ostéopathie n'existe pas et il faut pour une sciatique aller vers la chirurgie directement. Alors, je vais faire un petit rappel en France. Déjà, l'ostéopathie n'est plus exercice illégal de médecine depuis 2002, donc c'est assez récent. Et dans les pays de l'ex-Union soviétique, c'est encore plus récent parce que ça s'ouvre progressivement. Déjà, le traitement du cancer, il est assez compliqué. Donc l'ostéopathie, on va dire, c'est des paillettes, quoi. Donc c'est pas essentiel pour rester en vie. Voilà, c'est pas. Le pronostic vital est rarement engagé par l'ostéopathie. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas cette attention voilà, qui soit portée. Il y a moins d'attention. Du coup, voilà, j'ai rencontré moi là-bas plusieurs fois le bras droit du ministre de la Santé qui nous a accueillis un peu avec recul et réticence au début parce qu'il connaissait pas très bien l'ostéopathie, bien qu'il soit médecin. Et au bout de 2 ou 3 fois, en lui expliquant, en lui disant et qu'on ait des retours, parce qu'on avait déjà commencé les interventions sans autorisation, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, on est là, on fait. Que les directeurs d'hôpitaux alors sont on est là, soutenus. on fait, c'est-à-dire que vous avez des patients qui croient en ce que vous faites, oui. Alors qu'ils n'ont pas de connaissances a priori sur les résultats que vous leur, entre guillemets, promettez. Voilà. En fait, c'est grâce au rayonnement des médecins français déjà qui interviennent depuis à peu près 30 ans, et en se disant ostéopathe français qu'on a eu cette facilité à pouvoir intervenir et avoir la confiance des directeurs d'hôpitaux, des Yerevan. Combien de personnes avez-vous pu traiter jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, je pense qu'on fait à peu près 1500 consultations par an et depuis 2015... Et ça se passe où ? Alors ça se passe à Yerevan, centre de réhabilitation de la Croix-Rouge, Garmirkhaç, à Gyumri, dans le centre de diabétologie de Samaritaire, mais on a des locaux là-bas des locaux vides en fait pour intervenir. Et nous sommes intervenus aussi à Chaude. Alors là, les pouvoirs publics, maintenant qu'ils ont vu vos interventions, qu'est-ce qu'ils disent et quels résultats vous apportez ? C'est-à-dire, que disent d'abord les patients ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Est-ce que, franchement, eux et le corps médical voient que l'ostéopathie sert à quelque chose ? Oui, on a eu beaucoup de très très bons retours et beaucoup d'émulation à Gyumri surtout, où beaucoup de personnes sont, on va dire, si j'ose me permettre de dire, cassées par le tremblement de terre et par le travail très difficile de la région où il manque beaucoup de choses en fait. Et du coup, lorsque vous soignez des personnes et vous pensez qu'ils ont 70 ans alors qu'ils en ont que 45 ou 50, on se dit tiens, il y a du travail ici. Donc en leur permettant moins de boiterie de genoux. Mais c'est des choses simples. Ils boitent plus lorsqu'ils montent les escaliers. Ils ont moins mal à la jambe lorsqu'ils sont assis longtemps. Lorsqu'ils travaillent la terre ou lorsqu'ils font du chauffeur et de taxi, ils sont très contents. Le retour, il se fait très vite par effet boule de neige. C'est remonté très vite au ministère de la Santé. Nous avons eu un contrôle aussi. Nous avons été contrôlés par le ministre de la Santé, par un autre organisme, sachant qu'on avait l'autorisation. Et les contrôleurs, ils posaient des questions, ils comprenaient rien en fait. C'était des médecins qui contrôlaient, on leur disait voilà, on fait ça, sciatalgie, je sais pas, on faisait exprès de les embrouiller, ils comprenaient rien. On dit le niveau du médecin, ce qu'on parlait tout à l'heure, la médecine à 2 vitesses en Arménie par les formations privées et publiques, c'est qu'on a constaté que les contrôleurs médecins ils comprenaient même pas ce qu'on faisait.
sur des choses très simples. Donc nous, ayant eu l'autorisation, on les a... Alors, aujourd'hui, vous confortés. apportez ce bien-être à ces patients. Alors, patients à tous les niveaux, je veux dire à plusieurs niveaux, dans le sens où il y en a qui sont dans des situations très compliquées et difficiles, d'autres, un chauffeur de taxi ou des gens qui ont du mal à rester debout très longtemps. Donc, il y a des niveaux très variés. Mais que faut-il faire à partir de ces 2 années d'expérience pour installer ce système en Arménie, puisque vous n'y êtes pas tout le temps, vous partez que pour quelques semaines en période d'été? Alors on part tous les ans 4 périodes de 2 semaines, parce que c'est des groupes d'étudiants sur 2 semaines. De combien de personnes? Environ entre 10 et 15, avec les tuteurs, c'est des Est-ce ostéopathes confirmés. qu'un étudiant en ostéopathie, est-ce que vous, en tant que spécialiste, ça vous rassure de mettre les patients arméniens dans les mains d'étudiants? De toute manière, si on n'était pas assuré de ces étudiants qui sont en dernière année de formation, on ne les emmènerait pas. Voilà, Donc que faire maintenant pour mettre en place un système en Arménie permanent? Alors, on a eu un tellement bon retour, on va dire, des patients au ministère de la Santé qui se sont fait soigner, qui étaient en contact avec le ministère par hasard. En fait, on nous a proposé rapidement, sans que nous on propose, une création d'écoles d'ostéopathie pour former des médecins à la formation et aux techniques en ostéopathie. Voilà, donc il y a des projets de création d'écoles. Ce sera pour quand? Vous avez une idée ou pas? C'est un projet pour l'instant? Pour l'instant, c'est un projet parce que ça demande du financement et on n'a pas les finances pour pouvoir former des... Vous repartez cet été? Moi, personnellement, j'y retourne pas, mais j'ai une équipe qui assure du tonnerre derrière avec Julie Nicolas et d'autres étudiants qui sont pas encore ostéopathes, qui assurent un contact permanent avec l'Arménie. Même que vous avez une association dédiée à ces projets. En fait, voilà, c'est l'association nous avons créée, s'appelle ECHO, Emerging Country Humans and Osteopathes, dédiée à l'Arménie. Pour l'instant, on aimerait aussi aider aussi d'autres. Si le groupe pouvait encore plus grandir financièrement, on pourrait intervenir au Rala Park, par exemple, aussi, et justement créer une émulation assez forte dans la région. Docteur Artignan, ça vous réjouit de voir ces initiatives, puisque vous êtes un peu dans le même modèle depuis pas mal de temps avec les problèmes ophtalmologiques. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vos contacts aussi avec les populations, surtout les plus jeunes, vous ont permis aujourd'hui de dire que voilà, nous, à partir de la diaspora, on peut réellement apporter quelque chose? Oui, tout ce qu'on apporte, c'est bien, et on continue à... Voilà. Nous travaillons, puisque vous parlez de ce projet d'ophtalmo, qui est également, et qui est surtout de l'optique, nous nous occupons du dépistage des troubles de la vue chez les enfants des campagnes. Donc les campagnes qui sont très défavorisées. Alors, Dr Abkarian vous a parlé de 2000, 2500 euros pour une cure. Il faut voir que dans les campagnes, ils touchent 70, 80, 100 euros maximum par mois, quoi. Je veux dire, c'est de cet ordre de grandeur quand ils touchent et quand toute la famille est dans le pays. Donc, c'est très important. Je pense que les jeunes continuent. Je vois qu'il est très jeune. Ils continuent à être motivés. On amène un peu notre savoir-faire. Moralement, c'est un soutien très important pour la population. Et puis surtout... on appareille les enfants, nous. On leur met des lunettes très jeunes. Combien d'enfants depuis le début? Bon, on fait pas. Nous, ça fait maintenant 13-14 ans, on est à peu près là-dessus. On voit 500 enfants à peu près à chaque fois, ce qui fait sur 6 000 enfants. Ça fait, et à chaque fois dans une région différente. Chaque fois, on a travaillé sur toutes les régions frontalières. On a été également au Karabakh. Alors ça, c'est votre rapport. Mais une fois que vous êtes parti de ce village ou de ce regroupement de villages, il y a d'autres enfants qui naissent, qui grandissent. Vous n'êtes plus là. Qu'est-ce qui se passe après? C'est ça le plus important. Alors, après, nous ne sommes pas ministres de la Santé, heureusement ou malheureusement, en Arménie. Nous, si vous voulez, on apprend un petit peu, c'est un enseignement qu'on donne également aux parents, de dire que la vue des enfants, c'est important et ça peut se traiter très tôt. Parce que vous parliez une fois de ces enfants-là qu'on considérait comme ne rien comprendre en classe parce qu'ils sont mauvais et que la raison que vous avez constatée, c'est qu'ils avaient une mauvaise vue
C'est la raison pour laquelle les enfants ne suivaient pas les cours, n'arrivaient pas à lire les tableaux. Tout commence par là. Vous mettez un enfant myope dans une classe sans lunettes, il va rester le cancre au fond de la classe. Je veux dire, tous les médecins savent ça, et tous les opticiens ophtalmos vont vous le dire. Il faut d'abord une bonne vue pour bien grandir. Voilà. Sans compter qu'on dépiste également les pathologies qui sont susceptibles, comme par exemple les strabismes, qui sont susceptibles d'entraîner la perte de vision d'un œil. C'est tout l'intérêt là, du vous êtes dépistage. dans une initiative, j'allais dire, humanitaire. Oui, tout à fait. Jean-Michel Écarian, parlons évidemment de l'humanitaire, mais aussi comment faire pour instaurer un système sanitaire à l'occidental, ce que vous avez essayé de faire en Arménie, mais surtout au Rarapar depuis pas mal d'années, parce qu'au final, une fois que vous êtes parti, il faut laisser quelque chose derrière, et c'est pas les 2 semaines ou 4 semaines de visites qui vont changer la donne au pays. Comment changer réellement et comment vous arrivez ou vous essayez de changer les choses profondément? Voilà, c'est très juste. Alors, d'abord, on essaye d'aller plus souvent qu'avant. Au cours de ces 12 derniers mois, nous y sommes allés 4 fois. Maintenant, sur le principe, il faut d'abord choisir un système, il faut d'abord choisir un problème de santé publique. Ce qui touche beaucoup de gens, ce qui touche les pauvres comme les riches, et ce qui risque de mettre les gens dans l'angoisse, dans l'inquiétude, voire favoriser leur départ. À partir de là, mettre en place le projet. Une fois qu'il est en projet, trouver le financement avec de l'imagination. On peut toujours trouver le financement. Par contre, il faut avoir un petit peu d'imagination, et ça, c'est la motivation qui nous la donne. Et ensuite de ça, il faut suivre l'affaire, c'est-à-dire ne pas la mettre en place et partir. C'est-à-dire voir si tout se passe bien, rester en relation, revenir. Alors, en place l'efficacité, effectivement, on se heurte aussi dans tous les problèmes au problème de ce qui reste de l'Union soviétique. Donc il faut pas totalement changer la mentalité directement, parce qu'il ne faut pas arriver comme des conquérants, bien entendu. Il faut progressivement changer une habitude qui nous paraît essentielle de changer rapidement, puis une deuxième, puis une troisième, revenir, leur redire, parce que c'est vrai que dans les premiers temps, après notre départ, ils reprennent certaines mauvaises habitudes, donc revenir, le redire, et surtout, donner confiance aux médecins sur place parce qu'ils le méritent, en tout cas au Rarapar, pour nous c'est comme ça, je pense qu'en Arménie aussi, parce qu'ils le méritent, et montrer à la population qu'on a confiance en eux et donner à la population la confiance envers leurs médecins. Ce qui est franchement, depuis des années, en train de se faire au Rarapar, en tout cas, on l'a constaté, et Kevork Apkarian aussi, puisque lorsque il a mis avec nos collègues chirurgiens, quand il y avait la mission prothèse de hanche, et ils ont mis en place les 40 prothèses de hanche, les médecins qui ont été formés sur place, puisque notre accent a toujours été sur la formation, ainsi que sur le soin, ils ont pu ensuite avoir un niveau qui leur permettait d'être dignes de la confiance de la population. Alors, quels sont les domaines d'intervention, les vôtres, au Rarapar? Alors, au Rarapar, on a actuellement un centre de cancérologie qu'on met en place conjointement avec le Fonds arménien de France. Donc, nous, on s'occupe. L'inauguration a déjà eu lieu. L'inauguration, donc, du Schenk a déjà eu lieu. Pour l'instant, ce qui est opérationnel, c'est l'ancien centre, parce qu'il nous manque des appareils qui sont extrêmement coûteux et très difficiles à faire venir. Avec la mise en place, donc, conjointement avec le Fonds arménien de France, Haïmed s'occupe donc de toute la partie médicale, c'est-à-dire choix des médicaments, formation des médecins, choix des appareils, livraison, etc., contact avec le service après-vente et tout. Sachant que la cancérologie c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a la médecine, il y a la chirurgie dedans, il y a le diagnostic, l'ARCP, comme l'a souligné le docteur Apkarian, c'est absolument essentiel. Donc la mise en place de la télémédecine, comme il est fait actuellement au centre Nairi, c'est prévu de le faire également là-bas. Notre centre de diabétologie qui traite... Alors, ce premier centre déjà, si vous permettez, ça démarrera quand réellement ? Ça démarrera, là pour l'instant, il a commencé, les premiers appareils modernes ont été mis dans l'ancien centre et ils ont commencé déjà à être utilisés, c'est-à-dire les appareils, ce qu'on appelle les barbes magnum pour les biopsies, la colonne de célioscopie, il nous manque quelques moniteurs et une colonne pour faire des examens qui s'appellent l'hystéroscopie. Donc ça va démarrer dans le nouveau centre
dans les 3 mois qui viennent. Mais c'est déjà une partie est déjà opérationnelle, et l'idée de mettre en route les RCP, c'est-à-dire la concertation médico-chirurgicale pour la cancérologie, est déjà en route parce qu'il faut le faire de manière moderne pour pas perdre de temps et pour que ça soit efficace. Que faisaient les Arméniens, les Artsakhi jusqu'à maintenant? Du bricolage. Du bricolage, c'est-à-dire que la chirurgie, c'était bien, puisqu'il y a d'excellents chirurgiens, dont certains ont été formés en France avec nous. Donc il y a d'excellents chirurgiens, d'autres ont été formés en Allemagne, d'autres ont été formés en Russie. Alors en Russie, effectivement, c'est pas aussi bon, mais malgré tout, c'est quand même une partie de la mise à jour. Donc sur le plan de la chirurgie, c'était plutôt pas mal. Mais il y a une amélioration au niveau de la chirurgie à faire. Il y a la partie chimiothérapie, il y a la partie radiothérapie qui n'aura pas lieu au Ralabar. De toute façon, parce qu'il n'y a pas d'appareil et il n'y en aura pas de sitôt. Donc les gens iront pour la radiothérapie à Yerevan, mais la définition de l'indication de la radiothérapie sera posée au cours des RCP. Alors, c'est pas vraiment un problème de partir du Ralapar vers l'Arménie Non. en quelques heures pour Non. la radiothérapie demain, ou même aujourd'hui, puisque elle existe. Oui. Donc, c'est pas vraiment un problème Non. que ça n'existe pas au Ralapar, mais est-ce que c'est envisageable quand même? Est-ce que, parlons aussi finance, est-ce que financièrement c'est rentable de mettre un appareil au Ralapar par rapport au nombre de patients potentiels? Par rapport au nombre de patients, ça paraît pour l'instant ne pas être le problème essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il y a 140 000 habitants, stables depuis 4-5 ans à peu près, c'est ce qu'on dit. Il y a plus de 2000 accouchements en Artsakh chaque année. Si demain la population passe à 200 000 ou 250 000, oui, ça sera important d'en mettre un tout de suite. Pour l'instant, s'il y a un très bon centre qui commence à fonctionner et qui fonctionnera à Yerevan, ça vaut le coup pour l'instant de consacrer le budget à autre chose et que les patients et puis aillent sur aussi de Yerevan. renforcer le centre Tout le reste. financièrement, le Oui. centre de Yerevan, pour qu'il soit celui-ci viable, Voilà, et pour ne pas effectivement, éparpiller voilà, les efforts voilà, financiers. voilà. Alors en dehors de la cancérologie, on a donc un centre de diabétologie qui existe depuis 15 ans, puisqu'on avait vu que les diabétiques n'étaient pas traités. Il y a 800 diabétiques qui sont traités gratuitement à l'année, je souligne bien, gratuitement à Tout l'année. compris. Tout compris, 800 diabétiques. Donc il n'y a quasiment plus aucune amputation depuis que ce centre a été créé. Il y en avait environ 40 par an, il y en a au maximum 1 actuellement par an. Donc il y a toutes les mises à jour de chirurgie, les approvisionnements en médicaments de la polyclinique, donc la chirurgie urologique avec Chambalian, la chirurgie orthopédique actuellement avec Jean-Michel Garabédian. Il y a 4 dispensaires qu'on a qui sont en cours de totale réhabilitation avec plusieurs membres de l'équipe de Haïmed, dont Armand Sanossian, Nadia Ozdéger, Valérie Sayar, etc., qui partent là-bas lorsque Haïmed nous sommes étant sur place. l'association que vous présidez. Haïmed étant une association que je préside, oui. Et les autres programmes de réanimation, d'infectiologie, avec toujours de l'enseignement lorsqu'on y va, qui regroupe beaucoup de médecins très assidus, qui prennent des notes avec des PowerPoint qu'on leur laisse. Le but étant que quand on s'en va, ce ne sont pas les bons, entre guillemets, qui partent, donc maintenant vont rester les moins bons. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient la population ait confiance dans les médecins, et que les médecins sont dignes de cette confiance, et ils ont énormément progressé au cours de ces 20 dernières années. Alors en Arménie, on sait que la concentration est sur Yerevan, et puis il y a toujours des problèmes, pas seulement sur le plan de la santé, mais dans d'autres domaines également entre Yerevan et les régions, les Mars. Est-ce que, par exemple, la région de Sunik peut profiter de ces avancées au Ralapar? Oui, pourquoi pas. Nous, on favorise les échanges entre les médecins, de toute façon. Donc il y a des fois des médecins... Est-ce que c'est plus Yerevan qui viennent. facile pour aller pour les Arméniens de Sunik, Oui. donc la région sud de l'Arménie, au Ralapar, à Stepanakert, Bien sûr. qu'à Yerevan? Pour eux, je pense que ça serait plus facile. Parce que, bon, la route est quand même pas mal. Les conditions sont, comme le Ralapar c'est plus petit, les conditions sont meilleures, que ce soit les conditions d'hébergement. La communication se fait. Donc ça c'est... Toutes les conditions je sont pense réunies. que le Ralapar devrait pouvoir drainer des régions qui sont hors frontières. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, c'est que il y a une mission dentaire à Haïmed avec le docteur Gérard Arouchoumian qui effectue un travail absolument remarquable en allant plusieurs fois 15 jours par an, un travail de soins, de prévention
et d'enseignement qu'il fait sur place, et on est quand même très content de la venue de ce médecin de ce médecin chirurgien dentiste dans High-Med, et qui s'occupe également à Yerevan de ce qui manque dans les hôpitaux militaires, de matériel qui, surtout récemment, ont servi aux blessés de la dernière guerre d'avril. Alors, nous parlerons à l'instant de cardiologie, puisque je parlais de Sunik, la région du sud de l'Arménie, la ville de Goris, où il y a une proximité entre le Rarapar et cette région, et on sait que depuis plusieurs années déjà, des médecins arméniens de France et de Marseille en particulier sont là pour... voilà, on va en parler avec Avedis Matikian, cardiologue de Marseille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Arménie aujourd'hui. Alors, absolument, je vous parle d'Arménie, tout à fait. Et nous sommes en mission, comme d'habitude, dans le sud de l'Arménie, dans le Sunik, où notre association, qui se nomme Action Santé Arménie France, a créé depuis 4 ans un centre cardiovasculaire qui se nomme Centre cardiovasculaire franco-arménien à Golis, sur les hauteurs de Golis. Ce centre a pour vocation de prendre en charge les maladies cardiovasculaires et en particulier la maladie coronarienne. En fait, on s'était rendu compte assez rapidement, quand nous avons formé l'ensemble des cardiologues interventionnels de Yerevan, cardiologues interventionnels, c'est-à-dire les cardiologues qui posent des stents, que la région était complètement délaissée. Et les personnes qui habitaient dans le sud, surtout, qui sont en 4-5 heures de route de la capitale, avaient aucune chance, en fait, d'être soignées correctement d'un infarctus. Voilà. Alors, est-ce que vous avez remarqué dans vos études préliminaires que cette région était beaucoup plus touchée que d'autres régions d'Arménie, et est-ce que c'est ça la raison de votre implantation à Goris? Alors, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas d'outils statistiques pour l'affirmer, mais en tout cas, ils sont aussi touchés que les habitants des autres régions d'Arménie. Les facteurs de risque sont les mêmes, qu'ils soient dans la capitale ou encore plus dans le sud, puisque le stress est probablement surajouté, mais ils fument tous autant, ils ont tous de gros ventres, ils mangent certainement pas d'une manière méditerranéenne, et ils ont du cholestérol, d'hypertension, ils salent trop leurs aliments, voilà, ça touche l'ensemble de l'Arménie. Mais le sud était particulièrement impacté du fait que l'infarctus aigu ne leur laissait pas de chance de s'en sortir. Voilà. Est-ce que c'est aussi il y a un facteur génétique chez les Arméniens, ou c'est la manière j'allais dire, de se nourrir qui fait que, ou la cigarette? Alors, j'avais un professeur à Marseille qui disait être arménien est un facteur de risque sur le plan coronarien. D'accord, donc il connaissait bien les Arméniens. Absolument, il connaissait bien. Alors, combien de personnes ont pu être traitées dans votre centre de Goris depuis quand êtes-vous présent sur place? Alors, écoutez, cette structure a été créée en coopération avec la SAF, donc Action Santé Arménie France, et le Fonds arménien de France, et en particulier le secteur sud, sous la présidence de Levon Jolakian, qui a trouvé les fonds pour faire la construction de l'immeuble. C'est une structure qui est née ex nihilo, de zéro, avec une construction antisismique, effectuée par l'expertise du Fonds arménien de France, qui a construit donc 1600 mètres carrés, sur les hauteurs de Golis, et nous avons contribué à l'équiper, à former les équipes médicales et à le faire fonctionner. Donc, à ce jour, combien de traitements de patients traités? Depuis fin 2013, nous avons effectué plus d'un millier d'angioplasties coronaires. C'est-à-dire, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont bénéficié d'une mise en place de stents dans les artères nourricières du cœur, et donc 90% sont en phase aiguë. Alors, s'agit-il de... Pour les médecins qui nous entourent, oui. Ça veut dire que ces milliers de personnes avaient, disons, peu de chance. Dieu sait combien chacun peut vivre, mais peu de chance de s'en sortir, ou en tout cas de s'en sortir avec des dégâts importants au niveau de leur muscle cardiaque.
Et il y a plusieurs milliers, probablement 9 à 10 000 personnes qui ont fréquenté l'hôpital dans le sens où ils ont bénéficié de tous les services en ambulatoire, y compris du laboratoire de l'hôpital. Est-ce que, puisque vous avez parlé de la manière dont les Arméniens ont l'habitude de se nourrir, est-ce qu'il y a un travail de pédagogie qui se fait à partir de ces expériences, c'est-à-dire des milliers de gens qui viennent vous voir, donc il y a un problème et ce problème peut être résolu pour beaucoup d'entre eux en amont, avant d'arriver à ce stade aigu de... Exactement, c'est ce que nous nous sommes dit. Et depuis 6 mois, nous avons entrepris un plan d'études. Et la semaine dernière, nous avions deux confrères cardiologues et anesthésistes réanimateurs qui sont venus dans le sud pour faire des programmes de prophylaxie des maladies cardiovasculaires dans les écoles, dans les médias. Et aussi, on organise de la prévention pour l'ensemble des populations qui sont amenées à être au contact d'autres personnes et donc être amenées à faire des premiers gestes de secours, etc., etc. Donc, la prévention est un axe essentiel pour la SAF, pour développer, en tout cas pour le SUNIC. Voilà. Alors, Samuel Adjakan, vous nous confirmez, hein, vous nous disiez avant d'entrer en studio que une semaine en Arménie, vous avez pris 3-4 kilos, donc c'est dangereux d'aller en Arménie. Oui, c'est pas évident de résister aux la invitations gastronomie arménienne concernant aussi bien la boisson que la nourriture riche en goût. Docteur Abkarian. J'ai une question à Védis. Allez-y. Bonjour. Salut à Védis. Salut. Je tire toujours mon chapeau pour tout ce que tu fais à Golis. Écoute, à nous tous ceux qui agissent en Arménie, ce sont des gens exceptionnels parce que ils savent c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Une question. Est-ce que l'ouverture de services dans cardiologie, angioplastie à Stepanakert a influencé votre nombre de malades actuellement, ou vous êtes toujours le même nombre? Ça veut dire, avant vous receviez des malades de Karabakh? Alors, je vais essayer de te répondre. Disons, l'ouverture du centre de Stepanakert a effectué, je crois, 1 an et demi après notre ouverture. Pour ce qui concerne les malades qui venaient de Stepanakert et de Artsakh, bien entendu, nous avons moins de malades, quasiment plus, sauf quelques-uns qui ont entendu parler de l'excellence française et qui viennent, mais sinon la plupart restent du fait des conditions économiques à Stepanakert. Mais notre activité croît, c'est-à-dire que nous avons eu une activité entre 94 et 95 qui est resté stable. Entre 2015 et 2016, l'activité a augmenté. Et là, dans les 5 premiers mois 2017, nous avons une activité qui augmente de plusieurs pourcents. Je n'ai pas les pourcents, mais on est passé à peu près à entre 30 et 40 angioplasties par mois. C'est énorme. Fantastique. Alors, est-ce qu'on peut parler de coûts d'opération, de traitement? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée pour savoir si est-ce qu'il y a des opérations gratuites pour les gens qui sont démunis? Comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. C'est la spécificité de notre centre dans le sud de l'Arménie. Avant qu'on arrive sur le marché je vais parler exprès en termes économiques, sur le marché du service cardiovasculaire rendu aux coronariens, les habitudes étaient que les gens devaient régler avant de se faire opérer, se faire intervenir. Et s'ils ne règlent pas, ils restent à la porte de la clinique? Alors ça, je ne peux parler que de notre expérience, mais c'était ce qui était l'usage commun. Notre centre est ouvert et selon les principes de médecine française, c'est-à-dire que d'abord on soigne et après on demande à ce qu'ils payent quand ils ont les moyens de payer. Je dois dire une chose importante, c'est que ce qui a fait, disons, la mise en déséquilibre sur le plan économique de notre structure, c'est que nous avons soigné comme ça en 2014 et 2015. Et donc,
la plupart des gens n'avaient pas les moyens de régler. Donc, comme la plupart du temps c'était la phase aiguë, jusqu'à ce qu'il y ait le programme de l'État d'Arménie de prendre en charge une partie des frais de l'intervention à la phase aiguë de l'infarctus dans les conditions bien strictes. Donc, ce qui concerne notre centre, nous soignons d'abord, et après, bien entendu, tous ceux qui ont les moyens de payer ça, on demande à ce qu'ils payent. Il y en a qui ne peuvent pas, il y en a beaucoup dont on a annulé les dettes, il y en a d'autres qui peuvent, mais qui peuvent payer régulièrement un petit peu. Donc en fait, le centre fonctionne en faisant de la médecine, mais aussi en faisant de l'humanitaire. Banquier, voilà. Et donc, chez nous, d'abord, ce qui compte, c'est la vie des personnes à sauver. C'est notre rôle essentiel, notre mission essentielle de notre présence dans le Sud. Voilà. Jean-Michel Ekerian. Bonjour Avedis, c'est Jean-Michel qui Bonjour parle. Jean-Michel. Avedis, d'abord bravo parce que là maintenant ça fonctionne bien et sur un mode social puisque il y a quand même un gros effort pour les gens qui n'ont pas d'argent et ça c'est quand même exceptionnel. Je savais qu'au début, sur le plan non pas de la formation mais sur le plan des cardiologues formés déjà qui devaient passer 1 an ou 2 dans ce centre, à un moment donné, il y avait des difficultés pour les trouver. Est-ce que ces difficultés ont été aplanies maintenant ? Écoute, comme d'habitude, vous posez toujours les bonnes questions. En effet, je crois que c'est un problème général pour l'ensemble de l'Arménie. Quand on cherche des médecins qui ont une bonne préparation, on les trouve souvent à Yerevan, mais quand on leur demande de venir dans le sud, ça devient problématique. Nous avons la chance d'avoir un cardiologue interventionnel de très très bonne qualité. C'est un jeune cardiologue de 33 ans qui a été formé par notre premier élève qui était venu à Marseille pour faire l'angioplastie coronaire. Et j'avais 2 cardiologues qui étaient des cardiologues fonctionnels, qui ne faisaient pas d'intervention mais qui faisaient du diagnostic. Et nous avons le concours d'un anesthésiste réanimateur, d'un jeune anesthésiste réanimateur qui n'a pas encore 30 ans, qui travaille à l'hôpital de Golis et qui nous donne un coup de main important et qui a été formé à des gestes techniques cardiologiques, qui fait des échographies, etc. et qui permet de suppléer le manque. Mais nous avons un autre programme avec l'Université d'État de Yerevan, de médecine bien entendu, pour former des jeunes médecins, des jeunes internes. Nous avons un jeune interne qui est passé chez nous, qui vient de faire 3 ans. Il a été formé à la technique de la coronarographie d'angioplastie à Marseille. Il est venu à Marseille, on l'a formé à Marseille. Et là, il aide notre médecin-chef d'une manière efficace. Voilà. Et puis on va parfaire sa formation. Et on cherche, alors on a normalement 2 jeunes internes qui vont signer le partenariat avec nous pour être formés dans notre centre, puisque notre centre est reconnu par l'Université d'État de médecine comme un centre formateur en cardiologie. Alors, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec la santé. C'est, puisqu'on parle souvent de cette différence qu'il y a entre Yerevan et les régions, quel est l'impact de votre centre sur la vie économique et d'une manière générale, le fait, vous avez évoqué la difficulté de trouver des médecins qui aillent vivre à Goris, et donc c'est une autre difficulté pour cette population. Quel impact peut avoir un tel centre ou de tels centres sur la région, sur l'envie des jeunes de voir, ou le fait de savoir tout simplement que nous, dans ce bled, pardonnez-moi l'expression, on peut avoir un centre français de médecine? Écoutez, extraordinaire, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que ce centre est créé, nous avons à peu près entre 30 et 40 personnes qui travaillent pour nous. Nous avons des transporteurs qui amènent des patients, qui ramènent nos médecins, qui ramènent ceux qui viennent de France. Et donc il y a une activité exceptionnelle autour du centre. Donc il y a un impact économique. Deuxièmement, c'est l'impact de la confiance dont on a parlé tout à l'heure. La confiance dans la médecine arménienne est malheureusement écorchée, parfois à juste titre, parfois d'une manière excessive, parce qu'il existe certaines pratiques qui ne correspondent pas aux standards de la médecine française.
Mais notre centre a acquis un tel degré de confiance que maintenant nous sommes obligés de réguler des patients qui viennent chez nous d'abord, alors que ça ne concerne pas le cardiovasculaire, pour les diriger vers d'autres centres qui relèvent de leurs compétences, mais pas de la nôtre. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel. Le fait, alors ils disent Franchakan Sertabanakan, voilà, c'est le cardiologique français. Voilà. Alors, une autre question à vocation plutôt économique. On parle en Arménie de plus en plus, mais dans d'autres pays depuis très longtemps, d'un tourisme de la santé. Est-ce que les Iraniens du Nord viennent vous voir puisque vous êtes à quelques centaines de kilomètres et qu'il n'y a plus de besoin de visa pour les Iraniens pour venir en Arménie? Écoutez, en théorie, on pourrait le penser, parce que quand même, mais en réalité, le service de prise en charge des maladies en Iran est assuré par une assurance, c'est le peu que j'en sais, et donc il est difficile pour la population commune. Et puis nous n'avons jamais fait une promotion, un faire savoir en Iran. Ils ne savent même pas que nous existons. Notre point faible, c'est que nous avons des moyens d'une association et nous avons concentré l'ensemble de nos forces à faire. Et on a un peu beaucoup négligé le faire savoir. Alors, nous allons évoquer peut-être ce sujet. Merci, docteur Matikian, d'abord pour ce que vous faites en Arménie et pour cette intervention sur APFM aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Et à la prochaine. Donc, on va parler ensemble d'un autre projet de greffe. Le projet dont on a parlé autour de cette table il y a 2 mois avec Gérard Ovakimian, qui malheureusement est en Argentine aujourd'hui, il ne pouvait pas venir. À l'époque, on en a parlé que c'était un projet qui était mis en place, tout était préparé, sauf que depuis, il y a eu 2 greffes de moelle réalisées en Arménie au mois d'avril. Oui. Alors, et il m'a dit, Jean-Michel Ekarian connaît parfaitement le sujet. Vous pouvez nous en dire 2 mots. Voilà, on a été au début ensemble partie prenante pour ce projet, mais c'est en grande partie, en immense partie même, Gérard Ovakimian, qui est médecin et qui a donc réalisé et coordonné tout cela. Les greffes, il s'agit de greffes de moelle, oui. Des greffes de moelle osseuse. Il y a certaines maladies hématologiques qui sont des maladies de sang, qui sont des cancers du sang, dont certaines peuvent être traitées par une greffe de moelle, c'est-à-dire une greffe de la moelle du patient. Pour l'instant, pas une greffe de moelle osseuse d'un autre patient. C'était assez difficile à mettre en place sur le plan de la technique. La formation, on s'est mis en contact avec le personnage, le médecin qui nous semblait le plus apte, c'est-à-dire le plus fiable et le plus intéressé et le plus compétent. Et effectivement, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Et actuellement, 2 greffes de moelle ont déjà été réalisées à Yerevan. C'est probablement 2 vies sauvées déjà, à savoir que très souvent il s'agit de sujets plutôt jeunes, et c'est encore des patients qui n'iront pas en dehors des frontières d'Arménie et qui seront traités en Arménie pour une maladie qui est quand même un cancer du sang et qui est une maladie très angoissante comme tous les cancers. Alors, c'est vrai que ce sont des interventions où le risque n'est jamais arrêté, mais les interventions ont été réussies. Les deux greffes ont été des greffes réussies. Oui, totalement, des greffes réussies avec le projet d'atteindre un premier niveau de 40 greffes par an et ensuite, pourquoi pas plus. Alors là, il y a aussi, j'allais dire, l'assistance d'un grand professeur, Kruger, oui, d'Allemagne. C'est ça. La mise en place s'est fait avec la présence du professeur Kruger. Ça va se passer pour les premières greffes. Et ensuite, il va y avoir une autonomie avec toujours la télémédecine, comme le principe de la RCP, la même manière, et la télémédecine avec la prise d'avis. Alors justement, là, on est au cœur de ce que nous disions en début d'émission, c'est-à-dire la formation et comment transmettre ce savoir-faire, au final, aux médecins arméniens. Vous savez, soit c'est le médecin arménien qui se déplace, soit c'est le spécialiste qu'on amène en Arménie, soit les deux.
soit le médecin arménien devient le spécialiste demain. Et demain, le médecin arménien devient le spécialiste, et il est donc de toute façon convenu que le spécialiste va aussi former des jeunes en Arménie. Alors, on a parlé de beaucoup de sujets qui concernent vos interventions en Arménie. Évidemment, il y a peut-être ici et là des initiatives qui n'ont pas été portées à notre attention et qui méritent de toute façon qu'on les évoque, non seulement pour dire merci aux gens qui passent beaucoup de temps. Docteur Artignan, on en parle tous les ans à votre retour d'Arménie, mais on sait que c'est quand même un investissement d'énergie, de temps, de moyens, mais vous le faites comme tous autour de cette table avec beaucoup d'amour. Effectivement, alors bon, je vais vous rappeler un peu nos actions dentaires, puisque nous avons également des chirurgiens dentistes. Voilà. Donc cet été, nous envoyons 2 équipes à l'orphelinat de Zargazol, qui est en fait le camp de vacances de Sœurs Aroussiag, que tout le monde connaît, qui est à Gyumri. Nous continuons nos actions donc avec Espoir pour l'Arménie dans un dispensaire pédiatrique médico-dentaire à Spidag, donc qui a été installé depuis des années, et donc là ça continue. Et puis surtout nous avons encore le bus dentaire qui a été créé il y a à peu près une dizaine d'années, et c'est un bus également qui est orienté vers les populations des villages et qui s'installe en général dans la cour d'une école pendant 2-3 mois. Elle traite tous les enfants des villages. En fait, c'est un cabinet dentaire mobile. C'est un bus dentaire mobile, c'est exactement, et c'est un cabinet dentaire qu'on a fabriqué sur place selon nos plans et avec du matériel local. Et ça, à peu près, on a pratiquement 2000 consultations par an dans ce bus, donc ce qui est également beaucoup. Et on a déjà fait une dizaine de villages. Et il y a des gros problèmes toujours à cause du froid, à cause des problèmes de branchement, mais enfin c'est également une aide locale aux populations. Alors, dernière question avant de conclure. Qu'est-ce qu'on peut faire encore, nous, Arméniens de France, sachant qu'il y a beaucoup de médecins arméniens, aussi bien dans les associations comme en dehors de ces associations, comme l'UMAF, comme Haïmed et d'autres. Que peut-on faire encore? Sur quel domaine on nous attend ou on nous attend pas, mais en tout cas, on pourrait intervenir et apporter un plus à l'Arménie? Écoutez, on peut intervenir sur tous les domaines de la médecine. C'est-à-dire si on prend la médecine générale ou médecine interne, et si on prend toutes les spécialités, on les une par une, on a soit une mise à niveau à faire, soit la production de moyens, soit le changement de mentalité, etc. Il y aura toujours quelque chose à faire, spécialité par spécialité, plus une approche générale de dépoussiérage et de l'amélioration toujours, comme il y a même dans les pays occidentaux, de l'éthique. Maintenant, il faut aller chercher les problèmes là où ils sont, mais de manière importante. C'est-à-dire que les problèmes de santé publique qui ne sont pas encore résolus, c'est à ces problèmes qu'il faut s'attaquer en premier. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire une opération chaussette pendant 5 ans, ça va être très bien de fournir des chaussettes, mais s'il aurait peut-être été plus judicieux de vendre les chaussettes et de gagner de l'argent pour pouvoir acheter soit des médicaments, soit du matériel. Donc ces problèmes de santé publique sont essentiels. Actuellement, si la dialyse pose un problème en Arménie, parce que c'est très irrégulier selon le centre et les tarifs varient selon les centres, c'est de commencer déjà par faire la prévention, une politique de prévention des gens qui pourraient devenir des insuffisants rénaux, qui pourraient être dialysés à vie par la suite, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète et les calculs rénaux, et la prostate, si jamais ils sont bien pris en charge et bien dépistés avant, il y aura forcément moins de gens en dialyse. Donc ça, il y a obligatoirement, pour être encore plus efficace, une prise de conscience individuelle avec une augmentation de notre puissance de feu à chacun, une attitude logique, mais aussi un engagement de l'État pour le social, la couverture sociale et la politique de prévention, absolument, y compris pour le cancer. C'est-à-dire que si on fait une politique pour que les gens fument moins, il y aura moins de cancer bronchique, il y aura moins de cancer de la vessie. Alors, merci pour votre générosité, c'est ce qu'il faut dire, parce que vous tous ici, vous consacrez du temps, de votre énergie, de vos moyens. C'est quand même
extraordinaire de voir ça dans la durée. Donc il faut le souligner, mais il faut aussi compter sur la générosité de nos auditeurs, des Arméniens de France, parce que sans argent, on en a parlé tout à l'heure, on ne parle pas de gros équipements, on ne parle pas de gros investissements, on parle de soutien à ceux qui exercent en Arménie, aussi bien pour vous accompagner dans le financement de vos voyages, de vos séjours, mais aussi dans les opérations, que ce soit médicaments, que ce soit équipements, que ce soit voyages de confrères qui partent avec vous, très souvent des Français, vous le disiez, Samuel Adjakian, Jean-Michel Ekarian, ce sont des Français, parfois Dr Artignan, qui partent avec vous, qui n'ont aucun lien avec l'Arménie, mais qui le font aussi avec... Absolument, absolument. Je tiens à dire que chacun paye son billet d'avion. Voilà, c'est très important. Ça, il faut le souligner, on ne se fait pas payer notre billet d'avion. Chacun des participants paye son billet d'avion. En plus. Qui ne sort pas du budget de AIMED ou des autres associations qui le font, pour ceux qui le font. Pour conclure, Dr Artignan. Pour conclure, nous partons tous un petit peu en ordre dispersé. Ça serait bon que d'ici en France, on fasse une synthèse sur nos différentes actions. Ça, c'est notre travail d'association à mettre en place. Bien qu'on se connaisse parce qu'on a des liens personnels, mais si demain quelqu'un décide de traiter, je sais pas moi, le cancer de l'œsophage à Montélimar, on ne le saura pas, nous, à Paris. Et peut-être, bon, ça, c'est un problème. Et deuxièmement, on aimerait avoir des interlocuteurs concernés au niveau du ministère de la Santé, avec qui nous puissions échanger et surtout avoir des données statistiques ou des renseignements pertinents que nous sommes obligés de chercher. Maintenant, vous avez un très bon interlocuteur en la personne d'Ala Bablian, qui est devenu président du Parlement d'Arménie, donc il est médecin, au moins vous devriez avoir une écoute beaucoup plus compréhensive, non ? C'est pas de la compréhension qu'on veut, hein. On aimerait tout simplement un interlocuteur motivé. Voilà. Merci messieurs pour votre présence et pour tout ce que vous faites, et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis, et n'oubliez pas, ces messieurs, ces actions ont besoin également de vous. À la semaine prochaine, au revoir. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.